Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec de la F1. Et oui, Vera Bossiak, dans sa chronique, recevra Christophe Kutzmann, cofondateur d'une salle de simulateurs de F1. Atik Rahimi, prix Goncourt en 2008, réalise son 5e film Notre-Dame du Nil. C'est l'invité ce soir de notre antenne. On retrouvera plus tard Delphine Vespizer. Vous allez le voir, elle découvre la vie dans une maison alsacienne. C'est votre Alsace avec Delphine. Et à découvrir la bibliothèque Pythagore. Elle fête ses 100 ans d'existence à Strasbourg. Sa présidente Rada Pantea sera notre invitée. Avant cela, c'est le JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les épreuves communes de contrôle continu marquent la réforme du baccalauréat. Ce sont les E3C. Les élèves de première ont planché sur les sujets dès le début de semaine et les avis sont mitigés. Au 1er janvier prochain, la gestion des autoroutes et des routes nationales passera de l'État à la collectivité européenne d'Alsace. Un changement d'employeur qui inquiète les agents de la DIR Est et de l'Adréal. Ils se sont réunis ce matin. Et puis aujourd'hui est la journée de l'amitié franco-allemande. Alors pour la célébrer, 350 collégiens alsaciens ont organisé un flash mob place Kléber à Strasbourg. Et c'est le coup d'envoi officiel des inscriptions pour Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac. Les candidats peuvent formuler 10 vœux au total, et cela jusqu'au 12 mars. Cette année, plus de 600 nouvelles formations sont disponibles. Autre nouveauté, une plateforme est mise en place pour les candidats en réorientation. Éducation toujours avec les premiers retours du baccalauréat nouvelle génération et l'accent est mis sur le contrôle continu. Les élèves de première ont planché cette semaine sur leur sujet. Échelonné sur 2 ans, le bac 2021 se joue donc dès maintenant. Retour sur les premières impressions au lycée Ribaupierre dans le Haut-Rhin. Fini les grandes filières, place au bac à la carte. Les lycéens se frottent pour la première fois aux fameuses nouvelles épreuves communes de contrôle continu, les E3C, dont les notes compteront pour le baccalauréat. Ce matin, au lycée Ribaupierre, les premiers retours des élèves sont plutôt positifs. Il y a des points négatifs et positifs parce qu'on a pu choisir nos spécialités, mais on doit aussi en abandonner une. Du coup, ça c'est assez dur pour choisir laquelle on enlève. Mais sinon, on a pu un peu varier nos choix, du coup, prendre différentes spécialités par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Ça fait noter un peu au cours de l'année, et du coup, c'est plus facile que si on était évalué qu'en fin d'année, et là où on est stressé et qu'on gâche tout. On a l'impression de faire un contrôle qui est normal, alors qu'en fait, ça compte pour le bac, donc c'est positif, je trouve. Histoire, géographie, langue vivante, jusque-là rien de bien méchant, si ce n'est que les sujets d'examen sont au choix de chaque établissement. Tous les lycéens de France ne seront donc pas évalués sur le même sujet au même moment, un point sensible de cette réforme. Les sujets des épreuves sont issus d'une banque nationale. Ils ont été visés par des inspecteurs généraux, d'autant plus qu'il y a une commission d'harmonisation qui ensuite va étudier pour chaque sujet les notes qui ont été données et harmoniser l'ensemble. Donc je pense qu'on peut être complètement rassuré de ce point de vue-là. Le retour que nous avons aussi bien de la part des professeurs que des élèves, c'est que visiblement il n'y a pas eu de mauvaise surprise, pas de piège. Les élèves n'ont pas été surpris du sujet qui leur a été donné. Donc visiblement, les retours sont positifs. Les épreuves communes de contrôle continu comptent pour 30% de la note finale du bac, un changement qui devrait préparer les élèves plus sereinement à l'obtention de leur précieux sésame. Il faut relativiser, ce sont des épreuves importantes pour les élèves, mais en même temps dont l'impact est plutôt positif puisque ça leur permet d'avoir une validation de toute une partie du programme qu'ils ont traité jusqu'à aujourd'hui. Je suis confiante dans l'intérêt de cette réforme qui vise vraiment la réussite des élèves, d'abord, et surtout leur réussite dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier, ouverture de Parcoursup pour cette année. Je sais combien cette réforme, qui offre une plus grande diversité de parcours pour les élèves, les prépare mieux à l'enseignement supérieur. La réforme du baccalauréat 2020 dans l'ensemble de l'Académie de Strasbourg concerne 14 000 élèves et 68 lycées. La suite des épreuves est prévue ce vendredi.
Et face à ces changements liés au bac, ils sont nombreux à afficher leur mécontentement. Aujourd'hui à Strasbourg, parmi les manifestants contre le projet de loi des retraites, les enseignants ont aussi fait entendre leur voix contre la réforme du baccalauréat. On écoute Arnaud Sigrist, secrétaire académique du SNES FSU. Ce qu'on critique le plus déjà, c'est l'impréparation de ces épreuves où tout a été fait en dernière minute et les infos arrivent au fil de l'eau, les banques de sujets qui n'ont été ouvertes qu'au mois de novembre, des grilles d'harmonisation de correction qui sont inexistantes ou inexploitables. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'organisation même dans les établissements qui n'est absolument pas cadrée ni au niveau national ni au niveau académique. Donc des élèves qui passent les épreuves à 35 dans une salle ou à un par table avec un surveillant, avec 2 surveillants, avec des cours banalisés ou en même temps qu'ils vont faire cours juste avant ou juste après, ce qui ne me paraît pas être des conditions très idéales pour eux. Et enfin, d'un point de vue purement enseignant, dans un contexte où notre ministre parle de revalorisation, jusqu'à présent une copie de bac était payée 5 €, là maintenant on en est à 35 copies pour 50 €, ce qui fait nettement moins de 2 € par copie. Donc l'ensemble nous paraît relativement à rejeter. Et ce qui nous paraît être une position raisonnable, ce serait au minimum de repousser cette session 2-3C qui déjà semble un peu perturbée partout en France, pour réellement préparer quelque chose de correct, de qualité pour les élèves et qu'on puisse enfin travailler sereinement avec eux. Eux aussi se sont réunis aujourd'hui, ce sont les agents de la direction interdépartementale des routes Est. Une soixantaine d'hommes en jaune a manifesté devant leurs locaux à Strasbourg. Au 1er janvier prochain, la gestion des autoroutes et des routes nationales passera de l'État à la collectivité européenne d'Alsace. Un changement d'employeur qui inquiète le personnel. Les syndicats dénoncent le flou qui règne autour de ce transfert à 11 mois de l'échéance. On écoute Rémi Wolf, secrétaire de la section Force ouvrière de la Direst, au micro de Adrien Labi. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne sait pas encore comment on va travailler demain. Le transfert se fait en 2021. On n'est associé à aucun dialogue social, et donc ça c'est inacceptable. On a des vies de famille, on a des maisons, on ne sait pas ce qui se passe. Les craintes, déjà ça, c'est le régime indemnitaire. Donc aujourd'hui, nous on a négocié un régime indemnitaire au niveau de la Direst. On a des niveaux de service, donc la loi, elle prévoit plein de choses, donc du 2 août, qui vous dit que demain, on ne va pas baisser les niveaux de service, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Nous, on veut simplement un dialogue constructif, on veut savoir où c'est qu'on va. Et donc l'échéance, elle est dans 11 mois, et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce n'est pas acceptable. Suite au rassemblement, le personnel en charge de la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace a rencontré des agents de la Direst, un échange sans réponse selon les syndicats. Autre actualité de la région, la découverte d'un lynx abattu dans le Haut-Rhin. Il a été retrouvé dans la vallée de Thann en début de semaine. Alors aujourd'hui, l'association Alsace Nature tire la sonnette d'alarme et a relayé l'information sur ses réseaux. Réintroduit dès 1983, moins de 5 lynx seraient encore présents dans les Vosges. En 2003, un cadavre avait déjà été découvert. Aujourd'hui, Alsace Nature lance une pétition en ligne. On écoute les réactions de Stéphane Guiraud, directeur de Alsace Nature. On attend qu'il y ait une enquête de police et qu'on retrouve la personne qui a commis, là où les personnes qui ont commis ça, et qu'elles soient effectivement jugées, et pas avec des peines symboliques, pour une fois. On attend de l'État qui réaffirme la présence des grands prédateurs, et notamment qui relâche rapidement un, voire plusieurs lynx pour sauver la population vosgienne. Et puis on attend de la Fédé de chasse qui prenne une position ouvertement contre ce genre de pratique, parce que malheureusement, pour l'instant, semble-t-il, plane un doute, en tout cas, en 2003, il n'avait pas pris de position très fermement dénonçant l'abattage du lynx de Masevaux. Aujourd'hui, sur les grands prédateurs en France, on n'est pas bon et il est grand temps que l'État réaffirme que les grands prédateurs ont toute leur place dans notre pays en 2020. Nous sommes le 22 janvier, date anniversaire du traité de l'Élysée scellant l'amitié franco-allemande. Pour l'occasion, 350 élèves issus de plusieurs collèges ont réalisé un flash mob place Kléber à Strasbourg en reprenant l'Ode à la joie de Beethoven. Un reportage de Gilles Kunz. Qu'ils soient chanteurs, instrumentistes ou même danseurs, ces 350 collégiens n'ont pas hésité à braver le froid ce matin place Kléber.
Pour accompagner les chants entonnés en français et en allemand, trompettes, violons ou tambours étaient de sortie. Tous ensemble, les élèves ont repris l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen, pour célébrer la journée franco-allemande. Une idée née à Bischheim il y a quelques semaines. L'initiative, elle vient du collège Lamartine, de ma collègue d'allemand. Quand je lui ai dit, tu travailles avec moi à cette œuvre pour qu'on travaille ensemble, on fait un flash mob. Et du coup, c'est parti de là. Je lui ai dit, ok, pourquoi pas, essayons. Mais pour ça, il me fallait plus que mon collège, quoi. Il fallait qu'on soit nombreux pour chanter. Le collège d'Enheim puis ceux de Schiltigheim ont ainsi rejoint l'initiative. Chacun dans leur établissement, les élèves ont eu quelques jours pour répéter avant de se rassembler pour cette première. La représentation a duré une dizaine de minutes. Majoritairement en classe de 6e et de 5e, les collégiens ont visiblement apprécié leur matinée. C'était agréable, on était tous ensemble, on chantait tous le même chant. C'était beau, parce qu'on était beaucoup. On est tous ensemble et ça nous apporte de la joie et on s'en souviendra quand on sera grand après. Franchement, je pourrais le faire tous les jours s'il fallait. Ils aiment ça parce qu'ils montrent le travail qu'ils font au quotidien avec leurs professeurs, parce que c'est un moment un peu festif qui sort des cours et du coup c'est un vrai plaisir pour eux aussi de montrer ce qu'ils font. Je crois que c'est une réussite, on peut le dire, ils ont fait un beau travail. Satisfaits par cet engouement, les organisateurs imaginent déjà rééditer l'expérience. Ils envisagent même de convier l'an prochain les collégiens d'Outre-Rhin. Musique toujours, prenons le temps d'une parenthèse sonore. La compagnie du bruit Que ça coûte propose de quitter le tumulte de la ville pour se poser et voyager à travers les environnements sonores de la région. Dans le cadre de la Semaine du son, cette installation est proposée à l'Aubette 1928 jusqu'au 25 janvier. Camille Roland. Un chevreuil marchant dans un sous-bois en Meurthe-et-Moselle, le chant des grues cendrées du lac du Der ou encore le brame du cerf des forêts vosgiennes. Voilà des sons que l'on n'entend pas tous les jours. À l'Aubette 1928, une drôle d'installation propose aux visiteurs d'arpenter le Grand Est, non pas avec ses bottes, mais avec ses oreilles. On est face à une interface interactive qui permet de choisir sur une liste parmi 12 destinations, donc une destination. J'ai par exemple envie d'aller écouter un immense chœur de rainettes vertes au bord d'un étang en Moselle au printemps. Donc j'appuie sur la pastille numéro 10 et je m'installe pour écouter, voyager avec mes oreilles. On part de la place Kléber, nos oreilles sont dans le tumulte urbain et petit à petit nous allons chausser pas des bottes de 7 lieues mais des oreilles de 7 lieues pour aller faire à peu près 150 km et se retrouver en Moselle, justement au bord d'un étang, écouter le crapaud vert. Chaque son laisse dérouler les paysages sonores pendant 6 à 8 minutes. Une façon d'écouter les spécificités de chaque territoire de la région, tel que le bruit du craquement des arbres dans les Ardennes. Ainsi, le Grand Est n'est pas seulement composé d'une richesse visuelle, mais aussi d'une grande sonobiodiversité. Avec son projet, la compagnie Le Bruit Que ça coûte tente de sensibiliser les visiteurs à l'écologie sonore. La diversité des sons, elle marque encore une grande sonobiodiversité. Il y a des sons qui vont disparaître. Par exemple, la mésange noire, je ne suis pas sûr qu'on l'entende beaucoup encore, alors que c'est un oiseau qui a encore 20 ans, on l'entendait. Et puis par contre, il y a des sons qui vont s'imposer. Le corvidé, par exemple, le geai ou le corbeau, c'est des sons qu'on entend de plus en plus au détriment des autres sons. Et donc, il est urgent, alors on est en train de parler du réchauffement climatique, de l'urgence climatique. Elle passe par des actes politiques, mais elle passe aussi par une prise de conscience sonore. L'installation propose d'écouter une douzaine d'enregistrements réalisés par 2 audionaturalistes, restés plusieurs mois dans la nature. Mais le projet devrait s'étoffer dans les années à venir. En attendant, c'est toute une richesse phonique qui s'offre à ceux qui prennent le temps de faire une pause pour les écouter.
Autre rendez-vous de la compagnie, le fil à son. Jusqu'au 2 février, certaines œuvres du musée de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg seront présentées à travers des témoignages audio. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. Le nouveau guide Michelin sortira lundi et en attendant, il distille quelques nouveautés. Hier, c'est la liste des nouveaux bibs gourmands qui a été dévoilée. 4 restaurants qui servent des plats soignés à prix modéré, comme ils disent, ont été promus dans le Grand Est et comme d'habitude, la moitié est en Alsace. Si on ne prend que les étoilés, ils sont 54 dans le Grand Est, dont 31 en Alsace, soit plus de 57%. On était un peu moins bon en bib gourmand, 20 sur 49, soit 41%, mais on rattrape le retard. Merci à l'Aigle d'Or, à Rimbar près Gebbider et aux Grands Arbres Verte-Vallée à Münster. Voilà, il y a des belles tables en Alsace, ça on le sait. Merci beaucoup Cécile pour l'actu. Place au plateau du soir. Venez, Vera est votre invité. Christophe Kunzmann, cofondateur d'une salle de simulateur F1. Avec nous, Rada Pantea, directrice de la bibliothèque Pythagore. Et bien sûr, Atik Raimi, prenez place, on est ravis de vous accueillir. Réalisateur de Notre-Dame du Nil. C'est ce soir d'ailleurs au Star Syntex, donc vous avez une petite heure maintenant pour courir et y aller. Et on en parle juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 23 janvier. C'est un ciel plutôt mitigé qui nous attend entre passage nuageux, passage d'éclaircies et même brouillard givrant prévu du centre au sud de la région du Bade-Wurtemberg. Et vous le voyez sur l'Alsace, c'est un petit peu plus dégagé, quelques nuages bas qui persistent, c'est vrai, en matinée, mais ça devrait aller. Et côté Mercure, par contre, c'est froid, très très froid, on ressort les doudounes, les bonnets, les écharpes, tout ce qu'on peut, moins 4 degrés prévu sur la majeure partie du territoire alsacien et moins 2 degrés, ce sera la maximale prévue du côté de Wissembourg. L'après-midi, le ciel se dégage un petit peu plus, notamment, vous le voyez sur l'ensemble du Haut-Rhin, on aura droit à un joli soleil, toujours des passages nuageux sur le Bas-Rhin ainsi que chez nos voisins allemands et suisses. Les températures, quant à elles, en après-midi, bien sûr, elles grimpent, mais ça restera très frais, 2 degrés prévus sur l'ensemble du Haut-Rhin, 3 degrés, ce sera pour Saverne, Sarre-Union, Strasbourg ou encore Célestat, 4 degrés, la maximale toujours prévue du côté de Wissembourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi avec une journée beaucoup plus lumineuse, un grand soleil prévu dans le nord du territoire, quelques nuages bas qui persistent dans le sud, mais rien de bien méchant et des températures en hausse. 6 à 8 degrés en Alsace, 5 à 8 degrés, ce sera pour la région du Bade-Wurtemberg et 9 degrés, ce sera pour nos voisins suisses. Jeudi, nous serons donc le 23 janvier et nous fêterons les Barnards et non pas les Bernards, attention. Le soleil se lèvera à 8h09 pour se recoucher à 17h12 et excellente nouvelle, on gagne maintenant 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et notre invité Atik Raimi est avec nous. Comment allez-vous? Ça va. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes né à Kaboul, vous avez la double nationalité, française et afghane. On vous connaît comme romancier, prix Goncourt en 2008, excusez du peu, pour le roman Singé Sabour. Vous êtes aussi réalisateur et vous signez là un 5e film. C'est celui-là qui va nous intéresser ce soir, c'est Notre-Dame du Nil, qui met en scène, on peut dire, les prémices du génocide rwandais en 73. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain ? Écoutez, d'abord, c'était un projet qu'on m'a proposé, bien sûr, au moment où je cherchais quelque chose pour faire en Afrique. Parce que maintenant, je ne peux plus malheureusement retourner chez moi en Afghanistan et faire des films. Mais en dehors de ça, je voulais voir aussi ailleurs l'autre visage de l'horreur. Et en dehors de ça, au printemps 1994, dans le monde, il y avait 3 horreurs. La guerre civile en Yougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan et les génocides au Rwanda. Donc, dès qu'on ouvrait la télé ou la radio, on n'entendait que ça. Et c'est vrai que ces 3 étaient très, très ancrés en moi. Et lorsque on m'a proposé ce projet-là, évidemment, je l'ai pris bras ouverts et je suis allé d'abord pour 2 mois
faire investigation au Rwanda. On y reviendra dans un instant. Ce que je vous propose, c'est que moi, effectivement, j'étais parti comme vous en 94 sur le génocide. Et en voyant les voitures utilisées dans le film, je me suis dit, on n'est pas en 94, on est bien avant. Et c'est ce que je propose de découvrir. On est donc en 73 et c'est l'Institut catholique Notre-Dame du Nil qui accueille des jeunes filles qui sont rwandaises, destinées dans cette école de devenir l'élite du pays. Certaines de ces adolescentes, à 90% Hutus, nourrissent une haine qu'on sent poindre très rapidement pour la minorité Tutsi. Elle les appelle même des cafards. Bande-annonce. L'Institut Notre-Dame du Nil est destiné à former l'élite féminine du pays. Celles qui ont la chance d'être là doivent devenir des modèles. Pourquoi on ne parle que des rois occidentaux et jamais des rois rwandais? Vous êtes bien Tutsi toutes les deux. Voilà les deux cafards dont je t'ai parlé. Quand allez-vous enfin cesser ces querelles toutes les deux? Vous mangez pas? On doit attendre. Pourquoi? C'est Gloriosa. Elle ne veut plus ouvrir la bouche devant les Tutsis. Il faut fuir, Virginia. Non, je ne fuirai pas. Vous étiez des nobles, autrefois. Hutu, Tutsi, Hutu. Moi, je comprends pas. Voilà, ça sort le 5 février. Atik Rahimi est avec nous. On est ravis de vous accueillir. Film étonnant, superbe photo avec quelques scènes. Il y a des femmes qui récupèrent de l'eau et une femme passe devant elle. Elle se sert avant tout le monde. On comprend qu'il y a de la haine. On comprend déjà que c'est racial. Expliquez-nous, ou êtes-vous arrivé à comprendre d'où vient cet antagonisme entre les Hutus et les Tutsis? Écoutez, pour cela, il faut monter au 19e siècle, lorsque les Allemands sont arrivés au Rwanda. Ce sont eux, d'abord, qui ont séparé ces deux castes sociales. Au début, Hutu, Tutsi, c'était pas des ethnies. Les Hutus, c'était les cultivateurs, et les Tutsis, les éleveurs. Mais les Allemands, ils ont séparé ensuite la religion, le catholicisme, bien sûr, et puis la politique interne, bien sûr, qui a divisé ce peuple, et puis ce qui les a amenés vers le génocide. Il y a un homme dans votre film, hein, c'est le blanc, hein, c'est un vieux blanc qui est fasciné par les Tutsis et qui dit « Vous êtes bien Tutsis, je vous aime déjà, vous n'étiez pas des nègres, mais des nobles de l'empire des pharaons noirs. » Écoutez, toujours, quand on regarde, les génocides sont fondés sur des mythes. Le génocide n'est pas un mythe, mais fondé sur des mythes. Ce qui est passé, par exemple, le mythe de la race aryane, qu'on a vu au début du XXe siècle. Et c'était la même chose. Le colonialisme a créé un mythe pour le peuple du Tutsi, pour les amener, pour les faire croire, pour les sacraliser. Ensuite, créer contre eux l'autre clan qui est Hutu. Justement, les humilier, les inférieurs, les supérieurs. Et puis voilà, absolument. Et il y a une statue de la Vierge Marie en Afrique, une statue qui est noire, bien évidemment, et qui a un nez qui est extrêmement fin. On va voir dans un instant l'extrait. Les Hutus n'aiment pas cette représentation de ce nez fin, car ce nez fin caractérise leur ennemi, qui est les Tutsis, et ils décident de changer le nez. Regardez. Grâce à moi, nous allons prier enfin devant une statue rwandaise. Une Hutu, une vraie. Non, je veux pas, petite idiote. C'est la seule manière de faire oublier que ton sang est sale. Regarde. Un vrai nez Hutu. Je vois pas la différence. Et on est là dans la stigmatisation physique, en fait. Absolument. Encore, vous voyez, ce qui était passé dans les années 30 en Europe,
c'est-à-dire avec le nez, en effet. C'est le nez juif des Ariens, etc. Donc, on a retrouvé la même chose là-bas au Rwanda, bien avant, bien sûr. Et même dans le film, il y a un moment donné où le blanc Frontenac, joué par Pascal Grégory, il regarde une photo dans laquelle on voit un anthropologue allemand en train de mesurer le nez des Tutsis. Donc, en effet, cette absurdité par laquelle la haine se crée et puis on arrive à un génocide, ça, c'était le mécanisme que je voulais comprendre un peu. Une petite question. Où avez-vous tourné ce film? Au Rwanda, au bord du lac Kivu. Comment ça a été perçu par les populations? Écoutez, c'était très très bien. Je suis allé, c'était au mois de novembre, pour présenter le film. J'avais peur, j'avoue. S'emparer de l'histoire d'un peuple et aller le représenter, c'était quand même une tâche pas évidente. Mais j'étais très très surpris et très fier lorsque ils sont venus me voir pour me dire que ce n'était pas un film tourné par un étranger. Ce serait un film rwandais. Ah, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait vous faire. Ce film, vous pouvez le voir ce soir. Ça se passe au Star Syntex, c'est donc à Strasbourg. Ça sera à 20h15, sinon il faudra attendre le 5 février. Vous restez avec nous, Attic. Vous savez que, enfin, vous ne le savez pas, vous découvrez notre région. Tous les mercredis, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une chronique qui va à plus de 300 km/h. Avec nous ce soir, Christophe Kutzmann. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes cofondateur d'une salle de simulateurs Formule 1. Ça s'appelle Onboard Concept F1. C'est quoi le concept? Bonsoir. Oui, c'est ça. En fait, le concept, c'était de faire découvrir un peu au plus grand nombre de personnes possible, essayer de leur faire comprendre, de les faire entrer dans une monocoque via nos simulateurs pour essayer de représenter au mieux l'immersion d'une monocoque et d'une monoplace en pilotage. Parce que ça coûte combien en fait, si on veut faire un tour de Formule 1 comme ça? Une idée? Ça, ouais, non. Il y a combien de zéros? Ouais, il y en a pas mal, quelques-uns. Vous avez tous une flopée d'ingénieurs, voilà, c'est ça, une flopée d'ingénieurs qui se déplacent avec et tout, et puis voilà, donc on est vraiment parti sur ça. Et alors au niveau des sensations, qu'est-ce qu'on retrouve? On sent la route, le vent? Oui, vous avez donc vraiment on est placé sur 5 vérins dynamiques, on a 44 pulsations secondes, donc vous ressentez vraiment les effets de la route, de la piste. Si c'est une vieille piste, vous allez ressentir beaucoup de vibrations. Si c'est une piste assez neuve ou une piste en ville, ça va être un peu plus fluide. Et voilà, donc on essaye par là l'immersion, le maximum d'immersion. Ça, c'est le prix du simulateur, ce qu'on est en train de découvrir là. C'est ça. Ça, c'est une image de l'avant-dernière version. Là, on est passé sur une toute dernière, sur les F1 2019. Donc, on continue constamment à évoluer pour se rapprocher le plus possible. Alors de premier abord, on peut se dire ça ressemble à un jeu vidéo, du gaming, mais en fait pas du tout, vous avez vraiment des pilotes pros qui viennent s'entraîner chez vous. C'est la première appréhension, c'est souvent c'est du gaming, c'est du jeu électronique, c'est du jeu vidéo. En fait non, pas du tout, on n'est pas du tout là-dessus, c'est vraiment, effectivement, on a vraiment des sensations, on peut monter à 2,7 G. On ne pourra jamais monter à 8G comme un vrai pilote, mais on monte à 2,7 G. Aujourd'hui, nos réglages sont à 1,5 pour pouvoir vraiment permettre à tout le monde de profiter au maximum. Alors, on leur met le maximum d'aide et tout. Puis, au fur et à mesure, ils nous demandent eux-mêmes enlevez-moi l'ABS, enlevez-moi l'aide au patinage. Voilà, c'est ça. Ils s'y prennent, ils s'y prennent vraiment. Alors, je suppose que conduire une F1, ça ne doit pas être facile. Je pense qu'en vie réelle, on la plante au prochain virage. Je pense que oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut une formation? Vous faites quelque chose en amont? En fait, on fait un briefing avant d'arriver sur la piste pour la toute première fois, donc on appelle ça un briefing de découverte, où on explique un peu les difficultés de rouler une monoplace, à quel point freiner, les spécificités du volant, de la piste sur laquelle ils vont évoluer. Et au fur et à mesure, on leur refait des débriefs. Alors après, ils repassent, et puis on leur refait des débriefs pour corriger plus ou moins leurs erreurs et leur expliquer, là on freine un peu trop tard, là on freine un peu avant. Donc c'est accessible à des novices si on n'a jamais... Oui, on a des enfants, des femmes qui viennent, on a des enfants de 13-14 ans. La particularité, c'est qu'il faut avoir 1m60. Ça c'est la taille en fait, mais sinon les enfants sont déjà... très surprenant déjà dans le pilotage. Ils roulent sans aide. Ça se passe comment une séance? On compte en minutes? Ça coûte combien? C'est ça, on est sur 3 bases, les 15 minutes,
30 minutes et 45 minutes. Donc 28 € les 15 minutes, 50 € les 30 minutes. La première fois, les 30 minutes, on les divise en deux pour justement permettre à la personne de s'arrêter, souffler un peu. C'est comme un peu du bricolage, reprendre et après ça va tout seul. Et on a 45 minutes, ça c'est vraiment généralement les clients nous demandent des essais, des qualifications, voilà. Alors voilà, si vous êtes amateur ou pro ou que vous êtes dans une entreprise, que vous avez envie de faire un événement sympa, vous pouvez aller tester, vous avez toutes les infos qui s'affichent en dessous. Voilà, et une autre actualité à présent, Vera. Alors cette semaine, je vous ai ramené un bon plan beauté parce que j'ai eu la chance de tester un concept qui s'appelle Kiehl's. Donc c'est une boutique à Strasbourg qui propose un diagnostic de peau complet. Alors en testant, j'ai découvert une astuce qui a changé ma vie fondamentalement. Est-ce que vous saviez comment il faut appliquer la crème pour les yeux? Donc une crème contre les poches ou anti-rides. Alors en fait, on va avoir tendance à mettre la crème naturellement au niveau, le plus proche possible des yeux, parce qu'on va se dire que c'est là que ça va capter et que c'est là que ça va être efficace, donc juste en dessous. Eh bien pas du tout. Sachez qu'il faut le mettre bien tout autour. C'est comme la dernière image qu'on a vue. Vraiment, c'est à ce niveau-là que nous avons tous les capteurs qui vont pouvoir bien absorber le produit et donc être efficaces. Vous avez appris ça? Ah oui, je ne le savais pas du tout. Vous le saviez? Pas du tout, mais moi voilà. je ne m'applique pas souvent. Et on termine avec un coup de cœur. Alors, savez-vous que vous pouvez sauver la planète grâce à vos cheveux? Ça paraît assez dingue. Regardez, c'est l'association Coiffeur Juste qui récupère auprès des salons adhérents les cheveux coupés pour lutter contre la pollution. Ah oui, les cheveux recyclés, ça sert à dépolluer les océans. L'équivalent d'1 kilo de cheveux absorbe 8 litres d'hydrocarbures. Ils permettent aussi de renforcer le béton et isoler les murs et les sols des maisons. Et ça permet également de créer des emplois, donc c'est top. Merci beaucoup Vera, vous retrouvez évidemment cette chronique sur le site Alsace 20, vous le retrouvez, vous avez son Instagram ou encore son site internet. Vous restez avec nous, on va vous libérer à titre parce que vous avez du public alsacien rencontré. Il y a déjà eu comme ça quelques avant-premières, comment ça a été ressenti par le public? Oui, on a fait évidemment dans quelques festivals. Et là, ça commence à tourner en France. On est déjà, et puis ici, c'est la première fois qu'on a lancé là en province. Voilà, officiellement. C'est un film très fort à voir ce soir au Star Syntex ou alors on attend le 5 février. Ça a été un plaisir, plein de bonnes choses à vous. Merci à vous. Dans un petit instant, Rada Pantea, vous nous parlerez des 100 ans de la bibliothèque Pythagore, juste après la pause. Retour en plateau avec notre invitée Rada Pantea. Vous êtes la présidente de la bibliothèque Pythagore à Strasbourg. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Pour bien connaître évidemment l'Alsace, je ne connaissais absolument pas la bibliothèque Pythagore. Voilà. Comme beaucoup d'Alsaciens. Mais comme beaucoup d'Alsaciens. Alors expliquez-nous comment se fait que cette bibliothèque fête ses 100 ans ce week-end et qu'elle soit si confidentielle? En effet, elle n'est pas confidentielle, c'est juste qu'elle s'occupe d'une chose que peut-être la majorité des personnes n'a pas encore allé dedans pour rechercher. Ça veut dire l'éveil des consciences, connaître soi-même. C'est la spécialisation de la bibliothèque Pythagore. C'est une bibliothèque spécialisée sur le bien-être, la spiritualité, la connaissance de soi, les thérapies aussi. On a un mélange de tout. En effet, on est un croisement de tout chemin qui va vers soi et vers la connaissance de soi, qui on est vraiment et quelles sont les causes de nos problèmes. Alors, elle a été créée en 1920. On a cette photo de cette dame. Elle s'appelle Marthe Nord Siegfried. Qui était cette femme? Elle était la fondatrice de cette bibliothèque, mais elle était aussi une figure assez connue à Strasbourg. Elle était la fille d'une famille de bijoutiers. Et elle a une philanthrope. Oui, elle a investi toute sa richesse pour aider les autres autour. Et elle avait 20 organisations où elle soutenait la Croix-Rouge pour les animaux. Elle a fondé le premier restaurant végétarien à Strasbourg en 1930. Ah ouais, elle était très en avance sur son temps. Oui, très en avant. Elle devait expliquer bien que c'est pas un restaurant pour les malades, mais pour vous sentir plus léger et tout ça. On a les menus, je ne sais pas si vous avez pris les images, mais alors on a encore les menus. Voilà, on est rentré directement dans la bibliothèque et notre journaliste qui était aujourd'hui nous a dit voilà, c'est un espace tout à fait étonnant, espace ouvert, il y a différents ateliers et tout concourt à aider à la libération et à sa connaissance intérieure. Oui, en effet, on invite les samedis, on a des conférences sur toutes
toute possibilité de connaissance intérieure et de spiritualité. Alors, on a des courants bouddhistes, tout ce qu'on peut imaginer. C'est libre. Alors, vous fêtez les 100 ans d'existence. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les festivités ? Bon, festivité, ça va être un peu la présentation du but de la bibliothèque, les archives, des photos d'archives, et on va sortir plus des images et des informations. Un petit concert de bol tibétain et de hang. Vous connaissez l'instrument qui est rond, qui fait des belles sons. Ouais. Et une petite méditation pour le bien de l'humanité, pour qu'on vit bien dans ce monde. Donc, quand un peu de paix. Christophe, quand vous irez à la bibliothèque Pythagore, vous vous sentirez mieux après. C'est le but. En tout cas, il y a un fonds de près de 8000 ouvrages qui sont disponibles. Quelle est la clientèle qui vient? Parce qu'on va quand même préciser que cette bibliothèque Pythagore n'est ouverte que le week-end. Oui, c'est une bibliothèque autofinancée par les participations aux frais. Alors, et gérée par des bénévoles comme moi. Et juste le samedi, on a des conférences. Les personnes peuvent visiter, voir les livres. Et la question, c'était... C'est quelle est la cible, en fait? Qui vient vous voir, hein? J'ai vu presque des enfants jusqu'au âge très avancé. C'est quelqu'un qui veut comprendre les causes, les choses profondes de la vie, les causes de déséquilibre mental, émotionnel. Pourquoi trouver des solutions en profondité. Quand on a fait beaucoup de télé, ça vaut le coup d'aller se ressourcer un petit peu à la bibliothèque Pythagore? Oui, beaucoup. Voilà, je dis ça pourquoi? Parce qu'elle a fait beaucoup de télé, on a même retrouvé quelques images, regardez. Ne gândim și lăsăm vocea interioară a sufletului nostru să ne ghideze, atunci poate avem o șansă să ne facem un mare bine nouă înșine. Voilà, on arrête le calvaire de suite. Promis, Rada Pantea. Journaliste, vous vous adressiez en roumain, évidemment, qui est votre langue maternelle. Voilà. Et vous avez fait une belle carrière en télévision. Oui, j'ai fait une belle carrière en télévision et ça, c'est des images quand je parle déjà, en ayant commencé ce chemin de spiritualité, j'étais pas la présentatrice. Mais non, vous étiez l'invitée. Oui, j'étais invitée, mais j'ai travaillé beaucoup comme présentatrice, mais après comme manager. Et finalement, j'ai trouvé maintenant mon oasis de paix en faisant tout ça, tout ce chemin intérieur qui me donne beaucoup plus. Eh ben, j'espère qu'elle vous aura donné envie, en tout cas, d'y aller. Comment ça va se passer? C'est samedi, c'est dimanche, c'est ouvert? C'est samedi à 15h et sur le site internet, vous pouvez vous inscrire en faisant éventuellement un don aussi pour soutenir, parce que c'est vrai qu'on aimerait avoir une source de financement ou quelque chose, parce que c'est un miracle que cette bibliothèque existe depuis 100 ans. Comme ça, avec des bénévoles qui croient dans cet idéal, dans cette mission, et ils soutiennent, et on fait le ménage, on fait tout ce qu'il faut pour que ça existe et ça continue. Voilà, 8000 ouvrages concernant la spiritualité, la philosophie, le bien-être rassemblés au fil des années. Ça a été un plaisir et bonne route à vous, cette bibliothèque Pythagore qu'on ne connaissait pas. Merci Christophe Kunzmann pour ce projet abouti, évidemment, de Formule 1 qu'on peut essayer à Ilkirch. Et très bonne soirée, à la semaine prochaine, Vera. Nous, on va repartir dans l'actualité de suite avec votre Alsace et Delphine Vespizer. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Ah, déjà vous. Bon matin à tous et salut Pinhunter. Aujourd'hui, je teste la passion de Georges, qui est l'Alsace et les maisons alsaciennes. Du coup, j'ai décidé vraiment de m'imprégner et de dormir pour la toute première fois dans une maison alsacienne. Et je peux vous dire que c'est plutôt confortable. Très bien. Bonjour à tous. Bien. Salut. Ah donc, on commence chez vous par le petit déjeuner. Et tous ensemble en famille. Ah mais oui, comme toujours. Bon alors, on va commencer à goûter ça. Donc ça, c'est le Einstreusel maison. Maison. Donc vous avez de la chance, vous avez toujours des bonnes choses maison et alsaciennes à manger. C'est pas ce qui manque, oui. Ça, c'est important pour vous de tous les matins manger en famille. Et oui, le journal, c'est une tradition, quoi. Ça fait partie
ici on est dans ta maison familiale. Ouais. Et tu as vraiment tenu à conserver beaucoup de choses d'origine. C'est tout, oui, presque le maximum, quoi. C'est toujours mon truc de garder les vieux ustensiles de ma propre ferme. Ouais. J'aime pas trop avoir les trucs de l'extérieur. Avec ça, j'ai vécu, j'ai grandi, et puis c'est à nous, c'est à moi, quoi. Alors cette maison, elle date, elle a été conçue dans quelle année? 1790. C'est incroyable. Ah bah oui. Donc là, tu peux t'imaginer la fierté qu'ils auraient s'ils savaient que des générations plus tard, toi, tu conserves. Mais dans le temps, quand j'étais encore jeune, nous, c'était une maison, il y avait, enfin, tous les grands corps de ferme, là, il y avait 4 générations. Pour toi, vivre et l'Alsace, c'est avec ses traditions. Oui, un peu, oui, le max, oui. C'est-à-dire que tu vas nous montrer des objets que même moi, qui suis défenseuse de la région, je n'ai jamais vu ou que je ne connais pas. Et pour toi, ce sont des choses que tu utilises. Que j'utilisais. Ah, donc il y a quand même une évolution. Non. Écoute, la luge, je ne fais plus de luge maintenant. Ah, tu fais plus de luge? Non. C'est dommage qu'il neige pas, on aurait pu faire montre après la vieille. Non, comme dit, je te les montre. Et après, les vieux ustensiles que j'ai encore. Dire que moi, j'ai encore travaillé avec ça. Alors, d'accord. Parce que, bon, on va goûter ça quand même en même temps. Ouais. Ah oui, parce qu'on parle, hein, mais... Pour toi, l'Alsace, c'est quoi? Ah mais l'Alsace, c'est ma région. Là, tu vis, tu meurs là. Tu ne peux pas aller ailleurs. Hein. Une fois que tu as vécu ici, ça fait partie de ma vie. Hein. Alors, objet inattendu. Alors ça, c'est ça. Ben, ça, c'est facile, c'est une carotteuse. C'est une carotteuse, oui, ouais. Si on veut, oui. Ça, c'est pour faire des trous. Pour faire des trous dans les champs, pour attraper les souris après. Les souris? Les souris, oui. Qui tombent dans les trous, alors? Oui, les souris sont tombées dans le trou et après tu les as, avec ça, tu les as... Ah ouais? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Hein, l'embrochage, quoi. L'embrochage, oui. Mais dis-moi, c'est pas très gentil tout ça? Bien, oui, c'était pas très gentil, mais par contre, on a aussi des bonnes idées. Ah bon? C'est pas uniquement ça. Parce que là... Quand j'étais encore jeune, ça c'était un abreuvoir pour donner à... J'ai mis du lait, il manque plus de tétine. Pour les veaux? Pour les veaux, exactement. Bon, là je suis plus copine avec toi. D'accord, c'est quand même bien. Bon, hein? Allez, on regarde d'autres choses encore. Oui. Là, je préfère. D'accord. Bon alors Georges, comme tout beau moment alsacien, on le finit en mangeant aussi, c'est important. Très bien. C'est les valeurs de l'Alsace aussi, hein. La convivialité, le partage. Ça fait partie. Et les Äpfelhirle faits par Josiane, maison. D'accord, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, c'est très sympa. C'est nous qui te remercions d'être venus, on s'est bien compris, on est bien ensemble. On est très raccord, à part l'histoire des souris. Hein. Ça c'est clair, ça, on n'en reparle pas. C'est du passé. Et nous on se dit, Morgenskut et à bientôt. Et là, on a tout fait, là-dedans. Attends, on reprend. 1, 2, 3. C'est toi qui me demandes, oui. Alors là, attends. Tu dis qu'on est dans le chou? C'est toi qui dis? Ouais. Qu'on est dans le chou? Toi, tu veux dire? Oui. Nous sommes maintenant dans la chou. Oui, tout à fait. Alors attends, il faut juste qu'on arrête de parler au moins 2 secondes. Comme ça, je peux commencer. D'accord. Allez, place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau direct. Salut! Leur vidéo a fait des millions de vues sur Internet. Les danseurs amateurs Nelia et Dietmar Ehrentraut sont devenus en quelques heures de vraies stars du boogie-woogie. Ils ont été filmés par un spectateur lors de leur participation à un tournoi de danse en 2017. Et depuis, la vie de ces 2 retraités a totalement changé. Grâce à cette vidéo, nous avons été contactés pour participer à de nombreux shows de danse. Ce qui nous a bluffés, c'est que même les écoles de danse nous ont appelés pour venir donner des cours. Pourtant, nous ne sommes pas des professionnels, le boogie-woogie est pour nous un hobby. Cette danse a vraiment fait des émules depuis. Aber irgendwie kommt der Tanz wirklich gut an.
Depuis 1981, ces deux danseurs ont participé à de nombreux tournois, mais après leur succès sur la toile, ils se produisent plus de 30 fois par an. Pour Nelia et Dietmar, les années 50, ce n'est pas que de la danse. Wir sind jetzt schon ungefähr 40 Jahre in der 50er-Jahre-Szene. Les années 50 font partie de nos vies depuis 40 ans. En plus de la musique et de la danse, il y a aussi les vêtements, le mobilier et les accessoires de l'époque que nous collectionnons. Aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur des objets de ce temps sur les marchés aux puces. En fait, c'est comme si on vivait complètement dans les années 50. Wir leben eigentlich die Zeit, wenn man das so sagen darf. Connus jusqu'outre-Atlantique, ils apparaissent notamment dans le dernier clip d'Ed Sheeran, Put It All On Me, où ils sont filmés en train de danser dans leur propre salon. Da wurde angerufen und dass wir eben hier in diesem, dass der Ed Sheeran eben... On nous a téléphoné et on nous a dit qu'Ed Sheeran nous voulait dans son prochain clip. D'abord, je me suis dit que c'était une farce. J'ai alors regardé sur internet qui était Ed Sheeran. J'avais un peu honte, mais j'ai vu que c'était une star mondiale et que je connaissais ses chansons sans savoir qu'il en était l'auteur. Nichts anzufangen, war ein bisschen peinlich. Aber dann habe ich schon gesehen, dass das eigentlich ganz ein toller Sänger ist und die Lieder habe ich ja auch gekannt. Ich habe jetzt nur den Namen nicht gekannt. Selon l'équipe de tournage d'Ed Sheeran, c'est la vidéo des deux danseurs amateurs qui lui aurait donné l'idée de les intégrer dans son dernier vidéoclip. Pour l'instant, Nelia, Dietmar et le chanteur ne se seraient pas encore rencontrés. Blatzenka Schäfer est arrivée à Karlsruhe en tant que réfugiée de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Elle fait une partie de ses études en Allemagne et à la fin de l'école primaire, elle doit retourner en Bosnie. Adolescente, elle est autorisée à retourner en Allemagne et à terminer sa formation de coiffeuse. À 18 ans, elle passe une maîtrise de coiffure. Aujourd'hui, c'est elle qui donne des cours et élabore des plans d'apprentissage pour les apprentis coiffeurs. Un apprenti doit être formé différemment qu'un étudiant en maîtrise de coiffure ou un compagnon. Je veux pouvoir donner une chance à chacun de pouvoir continuer à se former tout au long de ses études. Nous avons une dame ici qui prend des cours de rattrapage linguistique et ses cours sont pris en charge. Une autre va bientôt obtenir un certificat d'instructeur. Chacun a donc la possibilité d'évoluer dans la direction qu'il souhaite prendre. Ce large spectre d'apprentissage est l'une des raisons pour lesquelles le salon de Blatzenka fait partie des 15 meilleurs salons du label Top Hair. Il se distingue dans la catégorie employés qui récompense les salons dont la formation des collaborateurs est personnelle et innovante. Le salon de coiffure est l'un des 3 meilleurs de cette catégorie. Plusieurs clients mystères sont déjà passés anonymement et ont évalué le salon de coiffure. On ne remarque absolument rien, ce sont des professionnels. J'ai déjà discuté avec d'autres participants au label, ils n'ont rien remarqué et n'ont pas reconnu ces clients mystères. Une évaluation est réalisée sur le salon et on sait alors tout ce que le client a pu observer. Mais avant d'obtenir cette distinction, Blatzenka et son équipe ont dû travailler dur pour s'inscrire au concours. Plus de 100 heures de travail ont été nécessaires pour au final espérer devenir l'un des top salons 2020. Nous avons imprimé pas mal de prospectus, édité des livres et nous avons même créé une chaîne vidéo. Cela a nécessité un grand travail de marketing. Il fallait que la communication autour du salon soit la plus positive possible. Le jury n'a que quelques minutes à consacrer à notre candidature et doit rapidement savoir comment on se place dans telle ou telle catégorie. Les vainqueurs des 5 catégories du Challenge Top Salon 2020 seront dévoilés le 7 mars à Düsseldorf et peut-être que le salon de Blatzenka sera sur le podium. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Ideal Santé est une filiale d'un groupe allemand spécialisé dans les broyeurs de papier. La société a ensuite développé le traitement de l'air intérieur. Un purificateur d'air. À quoi ça sert? 2 rôles. Le premier, c'est de filtrer les polluants de l'air intérieur, de votre bureau, de votre pièce à vivre. Ensuite, il filtre, grâce à ce filtre,
360 degrés les polluants qui les emprisonnent. Ce filtre est composé d'un pré-filtre, d'un filtre EPA imprégné de charbon actif. Le charbon actif est très important puisqu'il permet de bloquer et de supprimer les odeurs, et les filtres et pré-filtres permettent d'emprisonner les polluants. On part du principe que vous avez les polluants biologiques, vous avez les virus, les bactéries et les moisissures. Les polluants chimiques, formaldéhyde, le benzène, les PM2,5 et les PM10. Les polluants favorisent les maladies respiratoires comme les rhinites, mais les particules fines PM2,5 et PM10 favorisent aussi les maladies cardiovasculaires. Nous sommes effectivement axés sur différents secteurs d'activité, notamment la petite enfance. L'enfant, effectivement, est en plein développement. Il respire et il ventile 2 fois plus qu'un adulte. Ce qui nous fait dire que finalement, le purificateur d'air est très important dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. Il est important de trouver des solutions en dehors d'aérer. On préconise d'utiliser un purificateur d'air.